tradition voulait qu'au moment de retirer l'échafaudage, le maître maçon reste en dessous de son arche pendant tout le processus. De cette façon, si elle devait s'écrouler sur quelqu'un, ce serait sur lui. Bien que peu d'indices subsistent, certains pensent que ce cellier ne servait pas qu'au stockage des vivres. Dracula s'y serait livré à de nombreuses atrocités. Restauré au XIXe siècle, le donjon est probablement l'édifice le plus imposant que le prince ait ajouté au château. Construit sur un solide soubassement, il s'élève à plus de 20 mètres de haut et offre une vue stratégique imprenable. Une fois achevé, le château présentait des fortifications à toute épreuve. D'un point de vue militaire, cette forteresse est très bien conçue. Elle oppose aux assaillants plusieurs rideaux de défense successifs. Une fois la première barrière franchie, vous vous retrouvez face aux douves. Et vous aurez à traverser une vaste zone à découvert à la merci des archers. Aucune attaque n'était possible sans de très lourdes pertes du côté des assaillants. Tirgoviste étant devenu quasiment imprenable, Dracula commence sa campagne d'extermination des boyards. Sa cruauté va devenir légendaire. La seule façon pour Vlad III de se débarrasser des boyards et d'asseoir son pouvoir était de les tuer jusqu'au dernier. Le dimanche de Pâques 1457, Dracula commet l'un de ses actes les plus atroces. Il invite les boyards à un repas dans le grand hall. C'est un piège. Vlad leur demande de but en blanc combien de souverains ils ont connus en 50 ans. La plupart de ces 500 convives l'ignoraient. Les boyards eux-mêmes avaient renversé à de maintes reprises par les armes le pouvoir en Valachie. C'était exactement ce que Dracula voulait entendre. Il voulait que les boyards admettent avoir pris le contrôle de la région de façon illégitime. La légende raconte qu'il les aurait tous empalés. Le pal est un supplice des plus atroces. La façon la plus courante d'empaler un ennemi était d'introduire la partie pointue dans son abdomen ou dans son dos, de le redresser et de le laisser mourir, ce qui survenait généralement assez vite. L'autre façon consistait cette fois à graisser l'autre bout, la partie ronde, et à l'introduire dans le rectum de l'ennemi, de le redresser les jambes ballantes de chaque côté et de laisser le pal se frayer son chemin à travers ses entrailles. Cette fois, le supplicié pouvait mettre plusieurs heures, voire quelques jours, à mourir dans d'atroces souffrances. Tirgoviste est alors entouré de boyards empalés, agonisants. Mais Dracula ne les tue pas tous. À certains, il réserve un sort plus productif, mais tout aussi fatal. C'est ici, au sommet d'une montagne à la frontière de la Transylvanie, qu'il les forcera à construire la forteresse qui deviendra son véritable château. Ce lieu lui servira de sanctuaire tout au long de sa campagne de terreur. Le château de Poenari, aujourd'hui à l'état de ruine, se dresse à 500 mètres à l'aplomb de l'Argès, une rivière serpentant dans les Carpates. Cette forteresse reste encore associée à son premier occupant. Elle se trouve à un endroit hautement stratégique, à la frontière entre la Valachie et la Transylvanie. C'est aujourd'hui encore un endroit difficilement accessible. Avant de pénétrer dans le château, il faut gravir un escalier de 1480 marches. On trouve au cœur de ces ruines de remarquables indices archéologiques qui permettent de redonner vie à ce château.
Il se dresse à l'endroit idéal pour un prince en mal de pouvoir absolu. En regardant vers le sud, on voit les terres de Dracula, la Valachie. À 80 km dans cette direction, vous avez Tirgovist, sa ville princière. Mais de l'autre côté, vers le nord, vous avez une région très importante également, la Transylvanie. Dracula y a fait construire quelques forteresses dans le but de repousser les tentatives séditieuses des Saxons résidant dans cette région. La Transylvanie abrite de riches familles marchandes saxonnes dont les activités menacent la suprématie de Dracula. Il doit bâtir son château au plus vite. Il décide donc d'oublier les techniques conventionnelles et d'utiliser des esclaves. Le chantier commence autour d'une tour de guet érigée par son grand-père. Vlad III a l'intention de la transformer en forteresse imposante. Il veut que le château occupe entièrement le sommet du mont Poenari. Il existe encore des indices permettant de comprendre comment il y est parvenu. Le château de briques rouges a été construit sur un soubassement constitué de pierres grises. Cette combinaison de deux matériaux est assez inhabituelle. On aurait pu s'attendre à ce que tout le château soit construit en pierre. Les murs en briques étaient sans doute plus simples et surtout plus rapides à ériger. Ces murs, perchés sur une étroite crête, mesurent près de 3 mètres d'épaisseur. Encore une fois, Dracula s'inspire du modèle byzantin. Le style byzantin consistait à construire 2 murs en briques et à remplir l'intervalle de gravats. Grâce à cette construction en 3 couches, les murs du château étaient d'une solidité à toute épreuve. Le plus étonnant est le matériau choisi pour assembler les pierres entre elles dans une zone sujette au tremblement de terre. Un mortier à base de chaux. Voilà ce que donne la chaux sous forme de mastic. C'est une substance assez crémeuse. C'est grâce à cette propriété particulière que ces murs ont résisté aux secousses sismiques. Elle donnait à l'ensemble une certaine flexibilité qui lui permettait de ne pas rompre pendant les tremblements de terre. Le ciment standard aurait été trop rigide et n'aurait pas résisté à un tel traitement. La plupart des murs du château de Dracula, bien que frappés par de multiples secousses, sont encore debout. Ils ont été construits par des esclaves, les boyards ayant survécu au massacre de Pâques à Tirgovist. Après une marche forcée jusqu'à Poenari, ils ont dû travailler jusqu'à la mort. Si on en croit la légende, ces hommes et ces femmes travaillaient si dur que leurs vêtements tombaient en lambeaux et qu'ils finissaient nus. Mais Dracula n'a pas utilisé que des esclaves. Le château dispose d'une citerne de collecte des eaux de pluie qui ne peut avoir été réalisée que par des maîtres en la matière. La citerne est construite en pierre taillée et assemblée de façon étanche. Elles s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme des carreaux de plâtre. Ce type de maçonnerie devait être supervisé par un spécialiste qui savait construire une citerne. Elle devait être suffisamment bien conçue pour contenir une quantité d'eau suffisante pour subvenir aux besoins d'un tel château. Tous les matériaux nécessaires à la construction de la forteresse se trouvent dans la vallée.
du sable pour le mortier, du gravier et de petites pierres pour remplir l'espace entre les deux murs de briques, et même la roche servant de soubassement. Même les briques sont produites sur place. Le résultat est stupéfiant. Le château, une fois achevé, occupe la totalité de la crête, soit une surface de 10 mètres par 54. Ce nid d'aigle est, pour Dracula, une citadelle imprenable permettant de contrôler tout le passage dans la vallée. Mais de l'autre côté de la frontière, en Transylvanie, les Saxons fomentent une conspiration à l'encontre du souverain. Dans le but de protéger leurs profits, ils soutiennent un autre prétendant au trône. On peut dire que cette forteresse a permis à Vlad Dracula d'asseoir son autorité vis-à-vis des Saxons de Transylvanie. Une façon pour lui d'affirmer que si les Saxons voulaient réaliser librement leurs échanges commerciaux, ils devaient se plier à ses exigences. La confrontation est inévitable. Dracula va devoir redoubler d'ingéniosité pour venir à bout de l'une des villes les mieux fortifiées d'Europe. L'heure de la vengeance a sonné. Les archives allemandes rapportent qu'en 1459, Dracula se serait lancé dans une vaste campagne de terreur. Il fait alors preuve d'une telle cruauté que son nom restera à jamais gravé en lettres de sang. Après avoir rallié ses troupes au château de Bran, il se dirige vers la Transylvanie, bien décidé à châtier les Saxons complotant contre lui. Dracula vise Brașov. Aujourd'hui, on peut encore observer les fortifications de ce qui a été la ville la plus prospère et la mieux gardée de Transylvanie. Les Saxons complotaient avec les ennemis de Dracula. Ils s'en méfiaient et ils étaient étrangers. Ça suffisait à régler définitivement leur sort. Certains indices laissent entrevoir les événements sanglants qui ont frappé la ville il y a plus de 500 ans. Brașov est à l'époque protégée par d'épaisses fortifications qui la rendent presque imprenable. Un mur d'enceinte gigantesque de plus de 4 mètres par endroit ceinture la ville, flanqué de bastions à intervalles réguliers. Ces derniers sont tenus par la guilde des tisserands. Cette partie des fortifications est restée relativement intacte. Pour bien comprendre son architecture, il faut cerner les principes de défense militaire du début du XVe siècle. Une galerie sur plusieurs étages est construite sur la face interne de la muraille. Il s'agit d'un ouvrage de menuiserie d'une qualité exceptionnelle. Les toits, qui sont couverts de neige, sont eux aussi réalisés entièrement en bois. Des ouvertures de tailles diverses sont pratiquées dans le mur d'enceinte pour permettre le tir de canons et de mousquetons. Les Saxons se croient à l'abri. Malheureusement, ils sous-estiment le machiavélisme du prince Dracula. Ce dernier a grandi chez les Saxons. Il connaît leur stratégie. Il sait qu'une attaque frontale serait vouée à l'échec. Alors il frappe par surprise. Il attaque la nuit et saccage les faubourgs avant que les habitants puissent se réfugier derrière les fortifications. Tous les prisonniers sont empalés sur les collines alentours. Les morts se comptent par milliers. La plupart des exécutions se sont déroulées sur une colline derrière ce sommet. Cette attaque inspire l'une des œuvres les plus macabres représentant Dracula, la forêt des empalés. Elle représente le prince prenant un repas parmi les cadavres.
certains avancent qu'elle serait le premier lien entre Dracula et le vampirisme. Empaler autant de personnes a dû prendre un certain temps, ce qui